Sous le soleil impitoyable de midi, une petite cour de mariage tombe dans le silence. Une jeune mariée se tient figée dans sa robe blanche fanée, les mains tremblantes tandis que des murmures tranchent la chaleur. Des gens rient ouvertement, des doigts pointent. Au centre de tout cela, un homme est tourné en ridicule pour son visage ordinaire et sa posture réservée, contraint de supporter l'humiliation en plein jour. Personne ne remarque à quel point son regard reste calme. Personne ne demande pourquoi il ne se défend pas. Puis, sur la route poussiéreuse voisine, une voiture de luxe ralentit et s'arrête. Sa présence semble déplacée, lourde, inexplicable. Et au moment où la foule se retourne pour regarder, tout s'immobilise. Avant de commencer, dites-nous d'où vous nous regardez et quelle heure il est dans votre pays. Et si vous aimez les histoires puissantes et émouvantes comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Eunice Kiplago avait appris bien avant son 18e anniversaire que le silence était plus sûr que l'espoir. Elle a grandi dans une petite communauté africaine où la pauvreté n'était pas une saison, mais un climat permanent. Les maisons s'appuyaient les unes contre les autres comme si elles étaient fatiguées de tenir debout seules. La terre se fissurait sous le soleil, et chaque année promettait une pluie qui arrivait tard, ou pas du tout. Dans cet endroit, les rêves étaient considérés comme des luxes enfantins, surtout pour les filles. Eunice était la plus jeune enfant de Samuel et Ruth Kiplago. Sa mère était autrefois connue pour son rire doux, mais des années de faim et d'inquiétude avaient réduit sa voix à des murmures. Son père, Samuel, portait le poids de la honte plus lourdement que celui de l'amour. C'était un homme terrifié à l'idée d'être pauvre, terrifié d'être vu comme un échec, et encore plus terrifié par les murmures qui le suivaient dans le village. Eunice aidait sa mère à vendre des légumes au bord de la route. Elle lavait les vêtements des voisins. Elle marchait pieds nus pour aller chercher de l'eau avant le lever du soleil. Pourtant, même dans l'épuisement, quelque chose en elle refusait de se durcir. Elle écoutait plus qu'elle ne parlait. Elle observait plus qu'elle ne se plaignait. Et quand elle souriait, c'était discret, presque timide, comme si elle craignait que le bonheur puisse offenser quelqu'un. La nouvelle arriva un après-midi sec, lorsque l'air semblait lourd et immobile. Samuel était assis sur le banc en bois devant leur maison, les coudes posés sur les genoux. Ruth se tenait près de la porte, tordant le bord de son pagne entre ses mains. Eunice remarqua le silence avant de remarquer leur visage. « Assieds-toi » dit son père sans lever les yeux. Eunice obéit. « Il y a un homme, » poursuivit Samuel. « Il a accepté de t'épouser. » Les mots tombèrent comme des pierres. « M'épouser ? » « Oui, » répondit-il rapidement, comme si la vitesse pouvait adoucir le choc. « Il est d'accord. C'est déjà une bénédiction. » Ruth parla enfin, la voix tremblante. « Eunice, écoute ton père. » Le cœur d'Eunice se mit à battre violemment. « Qui est-il » Samuel hésita. « Il s'appelle Jacob Kalaba. » Ce nom ne signifiait rien pour elle. Et cela l'effrayait plus que s'il avait signifié quelque chose. Dans le village, on ne cachait pas les informations. Les nouvelles circulaient plus vite que le vent. Si elle n'avait jamais entendu ce nom, cela voulait dire une seule chose. Personne ne s'intéressait assez à lui pour en parler. « Il y a des rumeurs » dit Ruth doucement en évitant le regard de sa fille. « Des rumeurs sur quoi » Samuel expira brusquement. « On dit qu'il n'est ni beau, ni prospère, ni normal. » Les mots piquèrent, même s'ils ne lui étaient pas destinés. « Alors pourquoi moi » La voix de son père se durcit. « Parce qu'il a accepté. Parce qu'il paiera la dot. Parce que nos dettes seront réglées. » La vérité était là, nue et sans excuse. « Vous me vendez » dit-elle doucement. Samuel se leva si brusquement que le banc racla le sol. « Surveille ta bouche. Tu sauves cette famille. » Ruth s'avança, les larmes aux yeux. « Mon enfant, nous n'avons pas le choix. » Eunice regarda sa mère, vraiment regarda. La défaite. La peur. Les années d'avalement de déception. Et elle comprit quelque chose de douloureux et d'irréversible, tout était déjà décidé. Cette nuit-là, elle resta éveillée sur la natte qu'elle partageait avec sa cousine. Elle fixa le plafond, comptant les fissures, écoutant les chiens au loin et la respiration douce de la maison. Sa poitrine était serrée, comme si quelque chose de précieux lui était arraché sans permission. Elle ne pleura pas. Pleurer ne changerait rien. Elle vit Jacob Kalaba pour la première fois 2 jours plus tard. Il arriva en fin d'après-midi, à pied. Il portait un pantalon simple et une chemise propre mais usée.
Ses chaussures étaient poussiéreuses. Sa posture était droite. Ses pas calmes, sans hâte. Les murmures s'élevèrent aussitôt. C'est lui. Pauvre fille. Elle étudia son visage. Il n'était ni difforme ni effrayant, mais il n'était pas beau selon les critères du village. Des traits ordinaires. Une expression indéchiffrable. Pas de charme éclatant. Jacob salua Samuel avec respect. Il inclina légèrement la tête devant Ruth. Quand son regard rencontra enfin celui d'Ununis, il ne la fixa pas. Il hocha simplement la tête une fois. Ce geste la troubla plus que tout. Les hommes regardaient souvent les filles comme elles avec désir ou possessivité. Le regard de Jacob ne contenait ni l'un ni l'autre. Il contenait de la distance, et quelque chose qu'elle ne savait pas encore nommer. La discussion fut brève. La dot fut évoquée. Les chiffres décidés. Personne ne demanda l'avis d'Ununis. Avant de partir, Jacob s'arrêta. « Je ne la forcerai pas, dit-il calmement. Un mariage ne devrait pas commencer par la peur. La course tue. » Il ne chercha pas l'approbation. Il hocha la tête et s'éloigna. Cette nuit-là, Ununis pleura pour la première fois. Non pas parce qu'elle avait peur de Jacob, mais parce qu'elle avait aperçu, l'espace d'un instant, ce qu'était le respect, et combien il était rare. Les préparatifs du mariage allèrent vite, comme si la vitesse pouvait devancer le doute. Les voisins vinrent observer plus qu'aider. Certains la plaignaient. D'autres la moquaient derrière des sourires minces. Le matin du mariage, le soleil se leva dur et éclatant. Ununis se tenait dans sa robe blanche fanée, les mains tremblantes, tandis que sa mère ajustait le tissu autour de sa taille. « Tu dois endurer, » murmura Ruth. « C'est ce que font les femmes. » Quand Jacob arriva, vêtu aussi simplement que d'habitude, des rires éclatèrent. Il resta immobile, absorbant l'humiliation sans réaction. Ununis le regarda vraiment. Seul sous le ciel ouvert. Humilié sans protester. Quelque chose changea en elle. Ce mariage lui avait été imposé. Son avenir décidé sans son consentement. Mais elle n'était pas la seule à payer un prix. Le lendemain, rien ne changea. Même soleil. Même poussière. Même regard. C'est elle qui l'a épousé. Elle aurait pu faire mieux. Les mots étaient murmurés, jamais assez forts pour exiger une réponse. Conçus pour blesser doucement. Jacob marchait à ses côtés sans lui prendre la main. Son pas était stable. Intentionnel. La maison où il vivait était modeste, plus petite que celle de ses parents. Mais propre. Rien ne semblait provisoire. « Je dormirai ici », dit-il en montrant un matelas mince. « Tu peux prendre le lit. Tu n'es pas obligé. Je veux le faire. Tu n'as pas choisi cela. » Les jours suivants, Ununis remarqua ses habitudes. Il se levait très tôt, partait travailler, revenait parfois tard. « Quel travail ?» demanda-t-elle un jour. « Suffisant, » répondit-il. Au puits, des femmes rirent bruyamment. Un homme qui a besoin d'une femme pour se sentir important. Au moins, elle est jeune. Ununis bouillait de colère. Jacob ne réagit pas. Le soir, elle l'affronta. « Pourquoi les laisses-tu parler ainsi ?» Il répondit calmement. « Elles ne me parlent pas. Elles parlent à leur propre peur. » Au marché, Véronica Adabio, connue pour sa richesse et son arrogance, les interpella. « Alors c'est vous le couple dont tout le monde parle ? L'enfant marié et l'homme que personne ne voulait. » Des rires éclatèrent. « Dis-moi, Jacob, as-tu payé plus pour sa jeunesse ou la désespérance suffisait-elle » La foule attendait. Jacob soutint son regard. « Passez une bonne journée, » dit-il simplement. Et ce fut tout point les rires s'éteignirent maladroitement. Véronica ricana, offensée qu'il refuse d'entrer dans son jeu. Ununis s'éloigna en tremblant. Ce soir-là, elle s'assit seule devant la maison, fixant les étoiles. Jacob la rejoignit sans un mot, s'asseyant à une distance respectueuse. « Est-ce que ça ne te fait jamais mal ?» demanda-t-elle soudain. Jacob regarda le ciel. « Si. Alors pourquoi l'endurer ? Parce que l'endurance est temporaire, dit-il. Le caractère, lui, dure. » Ununis se tourna vers lui, surprise. « Tu parles comme quelqu'un qui a vu un autre monde. » Jacob esquissa un léger sourire. Peut-être que c'est le cas. Le moment passa, mais resta gravé en elle. Les jours devinrent des semaines. Ununis commença à ressentir quelque chose d'inattendu. Un sentiment de sécurité. Jacob ne haussait jamais la voix,
ne questionnait pas ses déplacements, ne réclamait jamais d'obéissance. Quand il fallait de l'argent pour la nourriture, il apparaissait discrètement. Quand des réparations étaient nécessaires, elles étaient faites sans drame. Pourtant, rien dans leur vie ne correspondait à l'image d'un homme en difficulté. Un après-midi, Eunice remarqua Jacob parlant au téléphone dehors. Sa posture était différente. Sa voix plus basse, plus ferme, assurée. « Oui, dit-il. Reporter la signature ? Non, je m'en occuperai. » Quand il remarqua qu'elle l'observait, il mit fin à l'appel. « C'était qui ? » demanda-t-elle prudemment. « Un ami. » Elle ne le crut pas. Cette nuit-là, le doute s'insinua en elle comme un poison lent. Qui était Jacob Kalaba? Pourquoi les gens l'écoutaient-ils au téléphone? Pourquoi l'argent ne semblait-il jamais manquer? Et pourquoi, malgré les humiliations, marchait-il comme s'il appartenait à chaque endroit? Les questions l'effrayaient, car les réponses changeraient tout. Le lendemain, elle rendit visite seule à ses parents. Samuel sembla soulagé de la voir. Ruth la serra fort dans ses bras. « Est-il gentil ?» murmura sa mère. « Oui », répondit-elle honnêtement. Samuel hocha la tête. La gentillesse ne nourrit pas une famille. Pour la première fois, Eunice ne ressentit pas de colère envers son père. Elle ressentit de la distance. En rentrant chez Jacob, elle comprit silencieusement quelque chose. Elle était entrée dans ce mariage comme un sacrifice, mais Jacob Kalaba n'était peut-être pas le fardeau que tout le monde imaginait. La maison trouva un rythme calme, presque doux. Pas d'ordre brusque. Pas de cris. Pas de règles invisibles à mémoriser pour survivre. Jacob se déplaçait avec précaution. Il cuisinait quand il rentrait tôt. Lavait ses propres vêtements. Demandait avant d'emprunter ce qui lui appartenait déjà. Ce calme la troublait plus que la cruauté ne l'avait jamais fait. Un soir, elle rompit le silence. « Pourquoi as-tu accepté ce mariage ?» Jacob leva les yeux du sandal qu'il réparait. « Parce que tu avais besoin d'une issue. Et moi, j'avais besoin d'honnêteté. Ça n'explique rien. On te proposait comme une marchandise, pas comme une personne. Je l'ai vu. Tu ne me connaissais pas. Je savais assez. Tu n'as pas fait semblant d'être reconnaissante. » Elle fut surprise. Dans leur monde, la gratitude était exigée même pour la souffrance. « Je ne pensais pas que tu avais remarqué. Je remarque plus que les gens ne le pensent. » Le silence revint, mais sans gêne. Un jour, elle vit Jacob parler à deux hommes bien habillés au bord de la route. Il l'écoutait attentivement. « Ce sont des collègues ?» demanda-t-elle. « Des gens avec qui je travaille. » Encore ce mot, travail. Puis Véronica arriva un jour sans prévenir. Son parfum annonça sa présence. « Alors c'est ici que tu vis ? Je m'attendais à pire. »« Que veux-tu » demanda Eunice. « Un conseil. Tu es jeune. Trop jeune pour gâcher ta vie. » Jacob intervint. « Elle ne t'a pas invité. » Véronica ricana. « Je ne suis pas venu pour toi. » Elle se pencha vers Eunice. « Quitte-le. Tu as encore le temps. »« Tu ne le connais pas » répondit Eunice. « Justement. Personne ne le connaît. » Jacob déclara fermement. « Cette conversation est terminée. » Véronica le jaugea. « Tu es courageux pour quelqu'un qui a si peu. »« J'ai assez, » répondit-il. Avant de partir, elle lança. « Réfléchis bien, Eunice. La pauvreté est patiente. Elle attend. » Ce soir-là, Eunice demanda. « Regrettes-tu de m'avoir épousé ? » « Non. Même avec tout ça ? Surtout à cause de ça. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que tu vois le monde tel qu'il est. » Plus tard, la pluie tomba violemment. Le toit fuyait. Jacob agissait déjà, plaçant des seaux, ajustant la toile, efficace et silencieux. Trempé, il respirait calmement. Tu n'étais pas obligé. Si. Quelque chose s'ouvrit en elle. Pas l'amour. La confiance. Le lendemain, elle comprit une autre chose, l'argent. Non pas sa présence, mais l'absence d'angoisse autour de lui. Tu n'es pas pauvre, dit-elle un jour. Je ne suis pas riche comme les gens l'imaginent. Mais je ne suis pas impuissant. Ce n'est pas une réponse. Non. C'est une limite. Elle réalisa qu'il ne se cachait pas par honte, mais parce que la vérité bouleverserait l'équilibre. Lors d'un événement communautaire, les moqueries reprirent. Souris, Jacob. Tu as une femme maintenant. Elle partira dès qu'elle trouvera mieux.
Eununis voulut répondre. Jacob effleura son bras. Non. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était de la discipline. Que se passera-t-il quand la vérité éclatera? Demanda-t-elle plus tard. Alors les gens verront enfin ce qu'ils valorisent. Et toi, que valorises-tu? Le choix. Cette nuit-là, Eununis regarda la flamme de la lampe. Sa vie avait toujours été façonnée par des décisions prises pour elle. Mais quelque chose changeait. Elle n'était plus un sacrifice. Elle se tenait aux côtés d'un homme qui choisissait le silence plutôt que le pouvoir, la dignité plutôt que l'apparence. Et elle comprit quelque chose d'effrayant. Si Jacob Kalaba n'était pas celui qu'il semblait être, lorsque la vérité éclaterait, elle ne serait pas douce. Et elle devrait décider non plus comme une fille, ni comme une victime, mais comme une femme qui avait appris à choisir. Quand Eununis réalisa qu'elle n'avait plus peur de se réveiller à côté de Jacob, le changement était déjà ancré en elle. La peur avait laissé place à une attention silencieuse. Elle remarquait comment il l'écoutait, même lorsque ses mots étaient hésitants. Il ne l'interrompait jamais. Ne la corrigeait jamais. Ne riait pas de ses questions. Ce n'est pas de l'amour, se disait-elle. Mais ce n'est pas de l'indifférence non plus. Un soir, elle le trouva réparant la clôture. Tu n'as pas besoin de faire ça. Ça te dérange. Donc ça doit être réparé. La plupart des hommes diraient que ce n'est pas important. La plupart des hommes ne vivent pas ici. Cette nuit-là, elle rit pour la première fois depuis le mariage. Mais le village continuait. Elle reste parce qu'elle n'a pas d'option. Elle sourit maintenant, mais elle regrettera. Un soir, elle lui demanda. Te mets-tu parfois en colère? Oui. Mais tu ne le montres jamais. Je choisis quand c'est utile. Et quand est-ce utile? Quand cela peut protéger quelqu'un, pas quand cela peut divertir les autres. Qui t'a appris cela? Jacob répondit simplement. Personne point est la vie, répondit-il. Le lendemain apporta une nouvelle inattendue. Samuel Kiplago arriva sans prévenir, le visage tendu d'inquiétude. Eununis sut avant même qu'il ne parle que quelque chose n'allait pas. Des hommes posent des questions sur nos terres, dit-il en faisant les 100 pas. Ils disent que la dette a augmenté. La poitrine d'Eununis se serra. Mais Jacob vous a déjà aidé. Samuel ricana. Une aide comme ça ne dure pas. Jacob, resté silencieux jusque-là, s'avança. Je vais m'en occuper. Samuel éclata d'un rire amer, auquel Jacob ne répondit pas. Eununis vit la déception de son père se transformer en colère. Tu vois? Dit Samuel à sa fille. La gentillesse ne nourrit pas une famille. Quelque chose de vif et protecteur monta en elle. Il n'était même pas obligé d'aider, répondit-elle. Samuel la fixa. Tu le défends maintenant? Oui, dit-elle, se surprenant elle-même. Je le défends. Samuel partit en secouant la tête. Cette nuit-là, Eununis ne dormit pas. Elle regarda Jacob assis à la lueur de la lampe, examinant des documents propres, officiels, pas le genre de papier qu'un homme en difficulté possède. Que se passera-t-il si tu ne peux pas les aider? Demanda-t-elle. Jacob replia les feuilles. Alors j'aiderai autrement. Pourquoi continuer à sauver des gens qui ne te respectent pas? Il soutint son regard. Parce que la rancune coûte cher. Je n'y investis pas. Le lendemain matin, Jacob s'habilla différemment. Les mêmes vêtements simples, mais plus nets, plus précis. Il partit tôt. Dans l'après-midi, la nouvelle se répandit. Les hommes qui menaçaient la terre de Samuel avaient disparu. La dette était réglée. Le soir, Eununis le confronta. Tu as fait quelque chose. Oui. Quelque chose que tu n'aurais pas dû pouvoir faire. Je t'ai dit que je ne suis pas impuissant. Ce n'est plus suffisant. Je vis ici. Je mérite la vérité. Jacob resta longtemps silencieux. La vérité a des conséquences. Je vis déjà avec des conséquences. Au moins qu'elles soient les miennes. Il la regarda autrement. Tu es plus forte que tu ne le crois. Ça ne répond pas à ma question. Non. Mais ça explique pourquoi je suis prudent. Elle comprit alors qu'il ne se cachait pas d'elle, il protégeait quelque chose d'elle. Cette nuit-là, elle rêva encore. Cette fois, la porte s'ouvrit. Derrière se tenait Jacob, vêtu autrement, dans des lieux inconnus. Des gens s'inclinaient. Des téléphones sonnaient. Des décisions se prenaient parce qu'il parlait. Le lendemain, sans vraiment l'avoir prévu, elle alla voir Véronica. Tu es curieuse maintenant, dit celle-ci avec un sourire. Que sais-tu?
Assez pour savoir que certains hommes cachent leur richesse comme des cicatrices. Tu mens. Ou peut-être as-tu peur de la vérité. Le soir, Eununice confronta Jacob. Je dois savoir qui j'ai épousé. J'ai besoin de temps. Combien? Autant qu'il faudra pour que la vérité ne te détruise pas. Tu me crois faible? Non. Je crois que le monde est cruel avec les femmes qui se tiennent aux côtés d'hommes puissants. Tu ne décides pas de ce que je peux supporter. Et toi, tu ne peux pas exiger l'exposition sans comprendre le prix. Pour la première fois, le conflit était entre eux. Les jours suivants, la tension s'épaissit. Jacob parlait moins, mesurait chaque mot. Le village remarqua. Les murmures recommencèrent. Puis arriva le jour qui changea tout. Au marché, un SUV noir entra dans l'espace poussiéreux. 2 hommes en sortirent. Élégants. Impeccables. Ils ne faisaient pas leur course. Ils cherchaient. Oui, je la vois, dit l'un au téléphone. Il s'approcha d'Eununice. Madame Calaba? Oui. Il lui tendit une enveloppe. Un message. De votre mari. À l'intérieur, une seule phrase. Je t'expliquerai ce soir. Fais-moi confiance. Le soir venu, elle l'attendit. Qui était-il? Des personnes qui travaillent pour moi. Pour toi? Je n'ai pas menti. J'ai différé. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu sauras, rien ne sera plus simple. Ce n'est déjà plus simple. Il soupira. Le pouvoir attire l'attention. Et les femmes qui se tiennent près de lui en paient le prix. La nouvelle se répandit. Véronica revint, triomphante. Il n'est pas ce qu'il prétend être. Les hommes qui cachent leur richesse ne le font jamais par amour. Ce soir-là, Jacob parla enfin. Je ne suis pas pauvre. Je le sais. Je possède des entreprises. Des actifs dans plusieurs pays. Les gens répondent quand j'appelle. Le monde d'Eununice chancela. Je ne suis pas venu ici pour te tromper. Je suis venu pour disparaître. Disparaître? Des attentes. Des relations qui ne sont que des transactions. Des femmes qui aiment mon nom avant mon visage. Et moi? Toi? Tu étais honnête sans rien avoir à gagner. Alors ce mariage était une expérience? Non. Un risque. Pour nous deux. Tu les as laissés nous humilier. Je te protégeais. Non. Tu as décidé à ma place. Il encaissa ces mots. Je voulais que tu me connaisses sans le bruit. Et maintenant? Maintenant, il n'y a plus de silence. Cette nuit-là, Eununice fit un petit sac. J'ai besoin d'espace. Je comprends. Vraiment? Oui. C'est ici que commencent les choix. Elle partit avant l'aube, retournant chez ses parents avec un cœur plus lourd que le jour de son mariage. Elle n'était plus effrayée. Elle était incertaine. Et l'incertitude, elle l'apprenait, était bien plus dangereuse. Chez ses parents, tout semblait pareil mais elle ne l'était plus. Où est ton mari? Demanda Samuel sèchement. J'avais besoin de temps. Le temps ne résout pas un mariage. Le silence non plus. Les rumeurs arrivèrent vite. Une voiture de luxe avait été vue près de la maison de Jacob. Des hommes en costume. Des appels. Samuel explosa. Donc c'est vrai. Ton mari cache sa richesse. Tu ne sais rien. Je sais assez. Et maintenant, tout le monde aussi. Eununice sentit la douleur familière dans sa poitrine. C'est exactement pour ça qu'il n'a rien dit. Samuel lança, amer. Alors il n'aurait pas dû épouser ma fille. Les hommes riches ne viennent pas ici sans raison. Cet après-midi-là, Véronica Adabio revint. Cette fois, elle ne fit même pas semblant d'être inquiète. Alors, dit-elle légèrement en s'installant à l'ombre, tu l'as quitté. Eununice croisa les bras. Cela ne te concerne pas. Tout me concerne quand cela affecte l'équilibre, répondit Véronica. Un milliardaire caché parmi nous change les choses. L'estomac d'Eununice se noua. Ça t'amuse? Véronica sourit. J'aime la vérité, surtout quand elle embarrasse les gens. Eununice se leva. Pars. Véronica se redressa lentement. Fais attention, Eununice. Les hommes riches ne perdent pas facilement. Ils remplacent. Ces mots restèrent suspendus longtemps après son départ. Ce soir-là, Eununice marcha seule jusqu'à l'extrémité du village, là où la terre s'inclinait et où le vent transportait les sons lointains de la route principale. Elle s'assit sur une pierre, fixant le vide, jusqu'à ce que des pas s'approchent derrière elle. Jacob s'arrêta à quelques pas. « Je ne voulais pas te surprendre, dit-il.
Ununis ne se retourna pas. Tu l'as déjà fait. Il attendit. Je ne suis pas venu pour te demander de revenir, continua Jacob. Je suis venu pour savoir si tu es en sécurité. Elle eut un léger rire. C'est ironique. Jacob grimaça légèrement mais accepta la remarque. Je ne te suivrai pas, dit-il. Mais je ne disparaîtrai pas non plus. Ununis finit par le regarder. Son visage était fatigué. Pas une fatigue de honte. Une fatigue plus profonde. Ils parlent, dit-elle. Ils parleront toujours, répondit Jacob. Mais maintenant ils parlent avec curiosité au lieu de mépris. C'est pire, dit Ununis. Jacob hocha la tête. Je sais. Ils restèrent silencieux. Pourquoi m'as-tu vraiment choisi? Demanda soudain Ununis. Jacob inspira profondément. Parce que tu ne m'as pas regardé comme si j'étais utile. Elle fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dit-il prudemment, que tu ne m'as pas évalué. Ununis détourna le regard. Et maintenant? Maintenant j'ai toutes les raisons de le faire. Elle réfléchit. Le regrettes-tu? Non, répondit Jacob immédiatement. Je regrette la douleur. Ce n'est pas la même chose. Non, admit-il. Ce ne l'est pas. Le vent se leva, soulevant la poussière sur le terrain découvert. Je ne sais pas comment me tenir à tes côtés, dit doucement Ununis. Pas maintenant. La voix de Jacob resta stable. Tu n'as pas à te tenir nulle part. Pas encore. Elle l'étudia. Tu n'as pas peur de me perdre. Si, admit-il. Mais la peur n'est pas une permission. Cette réponse resta en elle. Le lendemain, quelque chose d'inattendu se produisit. Nathaniel Okoro arriva. Il ne vint pas discrètement. Il ne vint pas seul. 2 véhicules s'arrêtèrent près de la maison des parents d'Ununis. Les gens se rassemblèrent. Les téléphones apparurent. Les murmures explosèrent. Nathaniel s'approcha d'Ununis avec un signe respectueux de la tête. « Madame Calaba » dit-il. Ununis se raidit à ce nom. « Je suis venu m'excuser » poursuivit Nathaniel. « Ma présence a causé des perturbations. »« Vous ne l'avez pas forcé à se cacher » répondit Ununis. « Non, » dit-il. « Mais j'ai contribué à rendre cette dissimulation possible. » Samuel s'avança. « Qui êtes-vous ? » « Un collègue, » répondit calmement Nathaniel. « Et un ami. » Il se tourna vers Ununis. « Jacob ne bougera pas sans votre consentement. » Ununis haussa un sourcil. « Mon consentement ? Oui. Il a bâti un empire en contrôlant les résultats. Vous êtes la seule chose qu'il refuse de contrôler. » Les mots la frappèrent de façon inattendue. « Pourquoi me dites-vous cela ? Parce que vous méritez de comprendre l'homme que vous avez épousé, » répondit Nathaniel, pas le mythe qui se forme autour de lui. Nathaniel partit aussi vite qu'il était venu. Le village bourdonnait plus fort que jamais. Cette nuit-là, Ununis affronta ses parents. « Il n'est pas ton échappatoire, » dit Samuel avec colère. « Il est un danger, » répondit calmement Ununis. « Il est mon mari. » Ruth lui prit la main. « As-tu peur ?» Ununis réfléchit soigneusement. « Non. Alors qu'es-tu en train d'apprendre ? » « À choisir, » répondit Ununis. Plus tard, seule, elle repassa les mots de Nathaniel. La seule chose qu'il refuse de contrôler. Elle réalisa alors quelque chose d'inconfortable et puissant. Le secret de Jacob n'était pas une démonstration de pouvoir. C'était une preuve de retenue. Le lendemain matin, Ununis retourna à la maison de Jacob. Pas pour rester. Pour parler. Jacob ouvrit la porte lentement, comme s'il ne savait pas ce qu'il avait le droit d'espérer. « Je ne reviens pas encore, » dit Ununis. « Je sais, » répondit-il. « Mais j'ai besoin que tu répondes à une question. » Honnêtement. Il hocha la tête. « Si j'avais été cruel, malhonnête ou superficiel, serais-tu resté ?» Jacob n'hésita pas. « Non. » Ununis avala difficilement sa salive. « Pourquoi ? » « Parce qu'alors tu n'aurais pas été la femme que j'ai épousée. » Elle ferma brièvement les yeux. « Je ne veux pas être protégée, » dit-elle. « Je veux être respectée. »« Alors dis-moi où est la limite » répondit doucement Jacob. Ununis soutint son regard. « Plus de secrets qui changent ma vie sans ma voix. » Jacob hocha la tête. « D'accord. » Elle se tourna pour partir. Ununis, l'appelait-il. Elle s'arrêta. « Quoi que tu choisisses, dit Jacob, choisis-le parce que c'est le tien. » En s'éloignant,
Ununis sentit quelque chose se poser en elle. Pas la certitude. Pas le pardon. Mais la possession d'elle-même. Pour la première fois depuis que sa vie avait été décidée pour elle, Ununis ne réagissait pas. Elle choisissait. Et le monde qu'elle connaissait allait devoir s'ajuster. La semaine suivante arriva comme une tempête déguisée en journée ordinaire. Les habitants du village souriaient désormais à Ununis, mais leur sourire était différent. Trop brillant. Trop empressé. Trop affamé. Ils la saluaient comme si elle était devenue précieuse du jour au lendemain, comme si sa valeur avait dormi dans la richesse secrète de Jacob, attendant d'être découverte. Ununis détestait cela. Elle le sentait dans la façon dont les femmes lui offraient plus de fruits au marché, dans la façon dont les hommes l'appelaient soudain « Madame » avec un respect forcé, dans la manière dont les enfants la fixaient comme si elle pouvait se transformer en miracle. La vérité de Jacob ne l'avait pas libérée. Elle avait peint une cible sur son dos. Jacob le sentait aussi. Il apparaissait plus souvent maintenant. Pas envahissant, mais présent comme un garde discret qui refuse d'être perçu comme tel. Il l'accompagnait au marché quand elle l'acceptait. Restait à quelques pas derrière quand elle demandait de l'espace. Parlait poliment à tout le monde, mais ses yeux restaient vigilants, scrutant comme un homme qui a appris ce que les êtres humains peuvent faire quand l'argent entre dans la pièce. Ununis ne retourna pas complètement vivre chez lui, mais elle cessa de le fuir. Cet équilibre fragile aurait pu survivre si le monde l'avait permis. Il ne le permit pas. Les problèmes commencèrent avec Ruth Kiplago. Un après-midi, la mère d'Ununis s'effondra en triant des haricots à l'ombre. Ce ne fut pas dramatique. Pas de cris. Pas de scène spectaculaire. Ruth chancela simplement, ses yeux se vidèrent, ses mains glissèrent du panier, comme si son corps avait décidé silencieusement qu'il était fatigué de porter autant. Ununis la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. « Maman !» cria-t-elle en la secouant doucement. « Regarde-moi !» Les lèvres de Ruth bougèrent, mais aucun son ne sortit. En quelques minutes, les voisins affluèrent. Samuel cria à l'aide. Quelqu'un courut chercher une moto. La clinique la plus proche était petite, sous-financée et débordée. À leur arrivée, la salle d'attente était remplie de corps, de chaleur et d'impatience. Une infirmière jeta un regard au visage de Ruth et fronça immédiatement les sourcils. Elle a besoin d'un véritable hôpital. Sa tension est dangereusement élevée. Samuel sembla désemparé. Où ? En ville. Un hôpital privé. Cette clinique ne peut pas gérer ça. Le cœur d'Ununis battait violemment. Combien cela coûtera-t-il ? L'infirmière hésita, puis donna un chiffre. Le visage de Samuel se vida de sa couleur. Ununis sentit l'ancienne peur remonter, la peur de voir quelqu'un souffrir parce que l'argent manque. Puis elle ressentit autre chose. De la colère. Pas contre la pauvreté. Pas contre le destin. Mais contre un monde qui exige toujours un paiement avant la compassion. Jacob arriva à la clinique 20 minutes plus tard. Personne ne l'avait appelé. Ununis comprit que quelqu'un était allé le prévenir. Il entra calmement, mais la pièce entière changea, comme lorsque l'autorité franchit une porte. Les gens s'écartèrent. Les murmures montèrent. Jacob s'agenouilla près de Ruth, concentré. « Peut-elle parler ?» demanda-t-il à Ununis. « À peine » répondit-elle d'une voix brisée. « Ils disent qu'il faut aller en ville. » Jacob se leva. « Nous irons. » Samuel s'avança, méfiant. « Et comment comptes-tu faire ça ?» Jacob le regarda calmement. « Comme je l'ai toujours fait. » La mâchoire de Samuel se crispa. « Alors maintenant tu vas exhiber ta richesse. »« Ce n'est pas une exhibition, » répondit Jacob. « C'est une urgence. » En quelques minutes, un SUV arriva. Pas le genre poussiéreux du village. Celui qui paraît déplacé ici. 2 hommes en descendirent. Jacob se tourna vers Ununis. « Me fais-tu confiance ?» Ununis regarda le corps affaibli de sa mère. Elle pensa à toutes les fois où la vie lui avait imposé un choix sans lui laisser le temps de respirer. « Oui, » murmura-t-elle. « Je te fais confiance. » Jacob hocha la tête et souleva Ruth avec précaution. Le trajet vers la ville sembla irréel. La route passa de la poussière à l'asphalte. Les bâtiments devinrent plus hauts. La circulation plus dense. À l'hôpital privé, tout alla vite. Médecin. Infirmière. Formulaire. Le paiement doit être confirmé avant l'admission, dit la réceptionniste. La poitrine d'Ununis se serra.
Jacob posa calmement une carte sur le comptoir. La réceptionniste la regarda, puis son expression changea instantanément. « Oui, monsieur. Nous nous occupons de tout. » Samuel fixa Jacob, incrédule. Ils furent conduits dans une salle d'attente privée, propre, silencieuse. Samuel rompit le silence. « Alors tu es vraiment ce genre d'homme. Je suis un homme qui essaie de sauver votre femme. Et après? Tu nous le rappelleras? Non. Alors pourquoi cacher tout ça? Pourquoi épouser ma fille et prétendre être pauvre? » Eunice tressaillit. Jacob inspira lentement. « Parce que j'avais besoin de savoir qui me regarderait encore quand je n'aurais rien à offrir. » Samuel ricana. « Donc ma fille était un test. » Le regard de Jacob se durcit. « Votre fille n'était pas un test. Votre monde l'était. Tu te crois meilleur que nous? Non. Je pense que l'argent révèle les gens. Et que révèle-t-il chez toi? Que je ne veux pas être aimé pour cela. » Eunice sentit les larmes lui monter aux yeux. Pour la première fois, elle comprit la solitude dans cette phrase. Un médecin entra. « Madame Kiplago est stable. Mais elle a besoin de soins, de repos et d'un changement d'environnement. » Jacob dit simplement. « Donnez-lui les meilleurs soins. » Après le départ du médecin, Eunice se tourna vers Jacob. « Merci. Tu n'as pas à me remercier de me soucier de ta mère. Tu n'étais pas obligé d'amener ton monde dans le mien. » Jacob la regarda. « Eunice, ton monde est le mien maintenant, que le village l'accepte ou non. » Ces mots pesèrent lourd. La richesse de Jacob n'était pas seulement un secret. C'était une force. Et les forces ne restent pas contenues. Elles transforment tout ce qu'elles touchent. Assise dans cette salle d'attente privée, écoutant le bourdonnement discret des machines derrière les portes de l'hôpital, Eunice comprit que le véritable prix de la vérité de Jacob ne faisait que commencer. Et si elle n'apprenait pas à parler avec sa propre voix, d'autres parleraient encore pour elle. Cette fois, dans un monde où l'argent se déplaçait plus vite que la compassion, les jours à l'hôpital s'étirèrent dans un temps étrange et suspendu, où Eunice se sentait à la fois reconnaissante et déplacée. Ruth Kiplaga reposait désormais dans une chambre privée calme. Sa respiration était plus régulière, les machines bourdonnaient doucement à ses côtés. Les infirmières entraient et sortaient avec une efficacité sereine. Les médecins parlaient d'un ton mesuré. Tout fonctionnait parce que l'argent avait ouvert la porte. Eunice était assise près du lit de sa mère, lui tenant la main, observant le mouvement régulier de sa poitrine. Le soulagement la traversait par vagues, suivi de quelque chose de plus sombre. La culpabilité. Si Jacob n'avait pas été ce qu'il était, Ruth serait peut-être encore allongée sur un banc de clinique, attendant une aide qui serait arrivée trop tard. Eunice détestait cette vérité, même si elle en dépendait. Jacob venait chaque jour, sans jamais rester longtemps, sans jamais s'approprier l'espace. Il saluait Ruth avec un respect sincère, posait au médecin des questions précises, puis partait avant que la chambre ne commence à ressembler à son territoire. Samuel remarquait tout. « Tu agis comme un invité dans un endroit que tu as payé, » dit-il un soir, d'un ton sec. Jacob répondit calmement. « La propriété n'exige pas l'occupation. » Samuel ricana. Des mots faciles pour un homme riche. Jacob soutint son regard. Des leçons difficiles pour un homme pauvre. La tension entre eux s'épaissit, lourde d'années de ressentiment muet et d'orgueil blessé. Eunice les observait attentivement, réalisant que la présence de Jacob n'avait pas seulement sauvé sa mère, elle avait mis son père à nu. Cette nuit-là, Eunice marcha seule dans le couloir de l'hôpital pour clarifier ses pensées. Une question revenait sans cesse. Que se passe-t-il quand l'aide s'accompagne de pouvoir? Elle s'arrêta près d'une baille vitrée surplombant la ville. Les lumières s'étendaient à l'infini, comme une carte d'ambition et de faim. Quelque part dans ce labyrinthe se trouvait le monde auquel Jacob appartenait, un monde rapide, impitoyable, qui demandait rarement la permission. Des pas se firent entendre derrière elle. « Tu réfléchis trop fort », dit doucement Jacob en s'arrêtant à distance respectueuse. Eunice expira. « Je ne sais pas comment être reconnaissante sans me sentir petite. » Jacob hocha la tête. C'est le problème du sauvetage. Il confond gratitude et soumission. Elle se tourna vers lui. Alors pourquoi le faire? Parce que refuser d'aider me rendrait cruel, dit-il. Et aider sans retenue me rendrait dangereux. Lequel es-tu maintenant? Aucun des deux. J'essaie d'être prudent. Le lendemain matin, Eunice surprit une conversation qui changea tout.
2 infirmières chuchotaient près du bureau, sans savoir qu'elle les entendait. C'est son mari, murmura l'une. Le Calabat, le milliardaire. Oui. Celui avec l'empire logistique. Celui qui évite la presse. Le cœur d'Ununis rata un battement. Empire logistique. Elle s'approcha calmement. Pardon. Qu'avez-vous dit? Les infirmières se figèrent. Nous sommes désolés, madame. Quel empire? Demanda-t-elle, d'une voix froide et stable. Calabat Holdings. Transport, infrastructure, port dans plusieurs pays. Ununis les remercia poliment et s'éloigna avant que ses jambes ne cèdent. La vérité avait des couches. Jacob n'avait pas seulement caché sa richesse. Il avait caché son ampleur. Le soir même, elle l'affronta. Tu n'es pas seulement riche. Tu es puissant. Jacob ferma brièvement les yeux. Oui. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Parce que le pouvoir change la façon dont on écoute. Et je voulais que tu m'entendes avant que cela n'arrive. Tu ne m'as pas laissé le choix. Non, admit-il. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle repensa à chaque moment où elle l'avait défendu contre les moqueries, à chaque fois où elle croyait choisir la dignité plutôt que le confort. Était-ce vraiment son choix? Le lendemain, Ruth se réveilla plus forte. Ma fille, murmura-t-elle. Cet homme, il n'est pas ordinaire. Non, maman. Ruth la regarda attentivement. L'aimes-tu? La question frappa plus fort que toute accusation. Je le respecte, répondit Ununis après une hésitation. Ruth hocha la tête. Le respect peut devenir amour. Mais la peur ne doit jamais être invitée. Plus tard, Nathaniel Okoro arriva à l'hôpital. Il parla discrètement avec Jacob. Quand il partit, Jacob s'approcha. Les choses avancent plus vite que je ne le voulais. Quelle chose? L'intérêt. Les gens relient les points. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Que la vie privée va devenir coûteuse. Et qui paiera ce prix? Jacob ne répondit pas immédiatement. C'est ce que je craignais, dit-elle doucement. Le soir, Samuel la confronta. Tu as épousé le danger. Les hommes comme lui ne restent pas simples. Ununis le regarda différemment. Je n'ai pas épousé le danger. J'ai épousé un homme qui m'a choisi sans savoir ce que je lui donnerais. Aucun homme riche ne choisit sans attendre un retour. Alors tu ne le connais pas. Cette nuit-là, Jacob lui apporta un dossier. Lis. À l'intérieur, des documents juridiques, des structures de séparation d'actifs, des dispositions de protection. J'ai fait cela avant notre mariage, expliqua-t-il. Pourquoi? Pour que ma richesse ne soit jamais la tienne à moins que tu ne la choisisses. Et pour que tu ne sois jamais piégé par elle. Ses mains tremblaient. Tu avais prévu ça? J'ai prévu ta liberté. Des larmes coulèrent sur les joues d'Ununis. Pour la première fois, elle vit ce que Jacob avait risqué. Non pas l'argent, ni la réputation, mais le contrôle. Je ne sais pas si je peux vivre dans ton monde, murmura-t-elle. Alors n'y vis pas. Construis le tien. Le silence entre eux était clair, non lourd. Elle comprit alors que le véritable secret de Jacob n'était pas sa fortune. C'était sa capacité à y renoncer. Et cela l'effrayait davantage que n'importe quelle richesse. Le lendemain matin, Ununis décida de quitter la ville. Ruth allait mieux. La crise s'apaisait. Et l'excuse pour retarder son choix disparaissait. Jacob la trouva en train de faire une valise. Je ne disparais pas. Je prends du recul, dit-elle. Où iras-tu? Dans un endroit qui ne t'appartient pas. Ni à mon père. Ni à personne. Combien de temps? Le temps que ma voix ressemble à la mienne. Elle partit avec un billet de bus emprunté et une seule valise. Dans une petite ville où personne ne connaissait son nom, elle loua une chambre. Trouva un travail dans une boutique de textile. Le salaire était modeste, mais il était le sien. Le soir, elle écrivait. Sur la fille qu'on avait offerte au lieu de consulter. Sur l'homme qui avait choisi la retenue plutôt que l'ostentation. Sur la façon dont l'argent pliait les pièces et comment le silence pouvait crier plus fort que la richesse. En ville, Jacob gérait la pression. Discrètement. Mais le monde était moins patient que lui. Un article évoqua un milliardaire discret aux racines inattendues.
Les spéculations explosèrent. Des photos circulèrent. Eunice l'a pris par une collègue. Le soir, Jacob l'appela. Je ne te demanderai pas de revenir. Mais tu dois savoir ce qui arrive. Quoi? Du bruit. De la pression. Les gens parleront pour toi. Qu'ils essaient. Es-tu en colère? Non. Je suis clair. 2 jours plus tard, Véronica la retrouva. Tu es difficile à trouver. Tu n'aurais pas dû chercher. Tu es devenue intéressante. Je suis devenu indisponible. Tu as épousé le pouvoir. On ne s'en retire pas. Regarde-moi. Il choisira l'Empire. Et moi, je me choisirai. La pression monta encore. Des rumeurs, des insinuations. Eunice écouta une émission qui la décrivait comme manipulatrice. Elle éteignit la radio. Le soir, elle appela Jacob. Je ne serai pas défendu. Et je ne serai pas utilisé. Je ne les laisserai pas te réécrire. Je parlerai quand je serai prête. 2 semaines plus tard, Eunice se tint devant une caméra simple, sans logo, sans spectacle. On m'a forcé à me marier, dit-elle. Je suis restée parce que le respect a remplacé la peur. La richesse ne m'a pas sauvée. Les choix l'ont fait. Elle refusa de parler d'argent. Refusa d'exprimer une gratitude mise en scène. Elle parla des hypothèses, du silence, du système. Elle ne défendit pas Jacob. Elle le décrivit. La vidéo se répandit lentement. Les gens écoutèrent. Jacob la regarda seul. Quand cela se termina, quelque chose se posa dans sa poitrine. Pas du soulagement. Pas de la fierté. De la reconnaissance. Cette nuit-là, Eunice retourna à l'hôpital pour s'asseoir près de Ruth, qui lui sourit avec des yeux fatigués. Tu sonnes à nouveau comme toi-même, dit Ruth doucement. Eunice lui serra la main. Je le suis. À l'extérieur de la chambre, Jacob attendait, sans entrer, sans attirer l'attention. Simplement présent. Eunice croisa son regard. Je ne reviens pas pour être protégée, dit-elle. Je sais, répondit Jacob. Je reviens pour être ton égal. Il hocha une fois la tête. Alors reviens quand tu seras prête. Eunice prit une inspiration. Elle comprenait que l'égalité n'était pas un moment. C'était une pratique. Revenir dans la maison de Jacob ne ressemblait pas à un retour chez soi. Cela ne ressemblait pas non plus à une reddition. C'était comme entrer dans un espace qui exigeait une négociation. La porte s'ouvrit sur les mêmes pièces modestes, le même ordre silencieux. Mais l'air portait désormais un poids différent. Non plus le secret, mais la responsabilité. Jacob ne se précipita pas vers elle. Il ne présenta ni excuse théâtrale ni promesse vide de changement. Il s'écarta et la laissa entrer la première. Cela comptait. Ils s'assirent face à face à la petite table où tant de conversations prudentes avaient commencé. Eunice posa son sac lentement, comme si elle revendiquait un territoire. Je ne suis pas revenue parce que le bruit s'est calmé, dit-elle. Il ne s'est pas calmé. Jacob hocha la tête. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse. Je suis revenue parce que je ne laisserai pas le monde décider de ce que signifie mon mariage, continua-t-elle. Y compris toi. Il soutint son regard. Alors dis-moi ce qu'il signifie. Eunice inspira profondément. Cela signifie plus aucune protection sans consentement. Plus aucune décision qui change ma vie prise dans le silence. Et plus aucune dissimulation de ma personne pour gérer ton image. Jacob écouta sans interrompre. Lorsqu'elle eut fini, il prononça un seul mot. D'accord. La simplicité la surprit. Je suis sérieuse, dit-elle. Ce n'est pas symbolique. Je sais, répondit-il. C'est pour cela que j'ai accepté. Les jours suivants mirent cette promesse à l'épreuve. Les invitations arrivèrent polies, insistantes, stratégiques. Dîners de charité, panels industriels, réunions privées déguisées en rencontres sociales. Chacune portait une attente implicite, amenez votre épouse. Jacob ne les transmit pas à Eunice. Il lui montra la liste et lui demanda lesquelles, si elle le souhaitait. Elle étudia les noms et secoua la tête. Pas encore. Alors pas encore, répondit-il. Le village, cependant, avait déjà décidé de reprendre son autorité.
Samuel arriva un soir sans prévenir, le dos raide, la fierté aiguisée par l'embarras. « Tu m'as humilié » dit-il à Eununis sans salutation. Elle ne se leva pas. « Je n'ai pas prononcé ton nom. »« Tu as parlé de système » répliqua Samuel. « Les gens savent ce que cela signifie. » Eununis le regarda calmement. « Alors peut-être que le système s'est reconnu. » Samuel se tourna vers Jacob. « Tu as dressé ma fille contre moi. » Jacob se leva lentement. Personne n'a remplacé sa voix par la mienne. Samuel ricana. « Tu appelles ça de la force ?» Jacob répondit calmement. « Je pense que la force n'a pas peur d'une femme qui parle. » Le silence tomba lourdement. Ruth, assise près de la porte, intervint enfin. « Samuel, assieds-toi. » Il se figea, surpris par l'ordre. Elle regarda Eununis. « Ta fille ne t'a pas quitté. Elle a grandi. » Samuel s'effondra sur la chaise, dégonflé. La colère perdit son tranchant, ne laissant que la tristesse. Cette nuit-là, Eununis pleura doucement, non de douleur, mais de libération. Jacob ne la toucha pas. Il resta assez proche pour être senti, assez loin pour être invité. La semaine suivante apporta un nouveau défi, inattendu pour Eununis. Une fondation financée par Jacob annonça une bourse destinée aux jeunes femmes des communautés rurales. La presse la présenta comme une rédemption, une réparation d'image. Eununis lut les titres les dents serrées. « Ce n'était pas mon idée » dit immédiatement Jacob lorsqu'elle le confronta. « Mais c'est à moi de corriger cela. »« Comment ?»« En refusant qu'il nous utilise. Je vais suspendre les annonces publiques. » Eununis réfléchit. « Non. Fais-le. Mais fais-le autrement. » Ils passèrent des heures à rédiger le texte ensemble. Eununis insista pour inclure des rôles de leadership communautaire, pas seulement de l'argent. Elle exigea de la transparence, une supervision locale et une clause protégeant les bénéficiaires contre la pression médiatique. Jacob signa chaque révision sans résistance. Lorsque l'annonce fut publiée de nouveau, le ton avait changé. Le bruit s'adoucit. Le travail parla plus fort que les noms. L'égalité, compris Eununis, demandait du travail. Puis vint la soirée qui mit tout à l'épreuve, un gala que Jacob ne pouvait refuser sans conséquence. Des contrats dépendaient de sa présence. Le silence ne suffirait pas. « Je dois y aller, » dit-il franchement. « Et je n'irai pas sans toi, sauf si tu le choisis. » Eununis regarda l'invitation. Elle sentit l'ancienne peur remonter. Des salles pleines de gens qui la verraient comme un accessoire, un symbole, une histoire. « Je viendrai, » dit-elle enfin. « Mais selon mes conditions. » Ils fixèrent des limites, pas d'interview, pas de présentation sans consentement, pas de photos au-delà de l'arrivée, et un plan de départ qui serait le sien. Le gala scintillait d'une richesse qui se voulait élégante. Eununis sentit immédiatement les regards évaluateurs, les ajustements subtils lorsque son visage ne correspondait pas aux attentes. Jacob ne la guida pas. Il marcha à ses côtés. Lorsqu'un journaliste s'approcha, Jacob leva la main. « Pas ce soir. » Quand un dirigeant demanda à Eununis ce qu'elle faisait dans la vie, elle répondit calmement. « Je décide de ce que je ne fais pas. » Ils ne restèrent pas longtemps. Dans la voiture, Eununis ressentit un calme inattendu. « Il ne me possédait pas, » murmura-t-elle. « Personne ne te possède, » répondit Jacob. Les jours suivants furent plus calmes, mais pas plus simples. Eununis commença à travailler avec une petite organisation communautaire en ville, d'abord bénévolement, puis comme consultante. Elle apprit les budgets, le langage politique, la négociation. Elle construisit quelque chose qui existait en dehors de l'ombre de Jacob. Un soir, elle le trouva penché sur un contrat, tendu. « Un problème ? Un investisseur veut des garanties, » dit Jacob. « À propos de moi ? » « Oui. »« Et que lui as-tu dit ? » ?»« Que mon mariage n'est pas une stratégie. Et que l'instabilité vient de faire semblant que ça en est une. » Il la regarda. « Si cela me coûte, je l'accepte. » Eununis chercha le calcul habituel dans ses yeux. Elle ne le trouva pas. « Je ne te laisserai pas sacrifier ton travail pour moi, » dit-elle. « Je ne laisserai pas mon travail te réduire au silence, » répondit-il. Ils ne se comprenaient pas parfaitement, mais honnêtement.
Des semaines plus tard, Ununis parla devant un petit groupe de femmes issues de villages comme le sien. Le choix n'est pas la liberté en soi, dit-elle. C'est une responsabilité. Et la responsabilité est plus lourde, mais elle est à vous. Il n'y eut pas d'applaudissements, seulement des hochements de tête. Un soir, Jacob lui posa une question qu'il retenait depuis longtemps. « M'aimes-tu » Ununis ne se pressa pas. « Je te choisis, dit-elle enfin. Chaque jour où j'en ai le droit. » Il accepta cela comme de l'amour, car le choix, une fois revendiqué, demandait entretien. La visibilité de sa voix grandit, et avec elle les tentatives de l'influencer. Des rumeurs apparurent en ligne, suggérant qu'elle redirigeait des fonds grâce à son mariage. « Je peux faire taire ça, » dit Jacob. « Un seul appel. »« Non, » répondit-elle. « Laisse-les tester l'intégrité. » La rumeur enfla puis s'effondra sous le poids des preuves qu'Ununis rendit publiques. Réunions documentées, calendriers ouverts, processus transparent. La confiance était plus silencieuse que l'accusation, mais plus forte. Un mois plus tard, une opportunité lucrative se présenta à Jacob, un contrat majeur, très visible. Il posa le dossier sur la table. « Je ne signerai pas sans toi. » Ununis lut attentivement. « Tu peux le faire, dit-elle. Mais pas comme ça. C'est-à-dire ? Partage de supervision. Leadership local. Audits indépendants. Et aucune mise en scène morale utilisant notre image. Cela ralentira tout. Tant mieux. Certaines choses doivent être lentes. » Il accepta les modifications. L'égalité, comprit-elle alors, n'était pas du 50-50. C'était une conséquence partagée. Puis une lettre arriva d'une école rurale. On lui proposait d'en devenir directrice par intérim. Un poste exigeant, sous-financé, éloigné entièrement à elle. Le lendemain matin, elle posa la lettre sur la table. « Je vais accepter. »« Quand » demanda Jacob. « Bientôt. Pour 1 an. Je te soutiendrai. »« Je n'ai pas besoin de soutien, » dit-elle doucement. « J'ai besoin d'espace. Alors je te respecterai. » L'école l'accueillit avec scepticisme et espoir. Le travail était implacable, toi qui fuyais, enseignants épuisés, enfants affamés. Ununis retroussa ses manches. Elle apprit à écouter avant de parler. À dire non. À échouer et corriger rapidement. Jacob rendit visite une fois, discrètement. Il répara un générateur en panne et repartit sans annonce. Ils parlèrent chaque semaine, parfois de travail, parfois de rien. Toujours honnêtement. À la fin de l'année, l'école était stabilisée, pas transformée, mais plus solide. Ununis rentra chez elle, plus mince, plus forte, plus claire. Jacob l'accueillit à la porte. « Tu es différente, » dit-il. « Toi aussi, » répondit-elle. Ils restèrent dans la maison silencieuse, plus mûrs que lorsqu'ils y étaient entrés, plus légers que lorsqu'ils l'avaient quittée. « Je ne veux pas être caché, » dit Ununis. « Mais je ne veux pas que tu sois exposé non plus, » répondit Jacob en hochant la tête. « Alors vivons simplement. » Et ils le firent. Ils organisèrent de petits dîners. Marchèrent le soir. Refusèrent les invitations qui exigeaient une performance. L'amour, comprit Ununis, n'était pas un sentiment qu'elle attendait. C'était une série de choix qui respectaient sa voix. Et pour la première fois, elle choisit sans peur. Le village ne l'accueillit pas comme il avait accueilli les rumeurs. Son retour fut discret. Pas de cortège, pas d'annonce, aucune importance empruntée. Elle arriva avec un seul sac et une posture qui ne demandait plus la permission. La poussière était la même. Les chemins familiers. Mais l'air semblait chargé d'une attente qui n'osait pas parler en premier. Les gens observaient depuis les seuils. Certains saluaient poliment. D'autres faisaient semblant de ne pas la voir. Jacob ne marcha pas à ses côtés cette fois-ci. Il arriva plus tard, seul, à pied, comme le premier jour. Pas de costume, pas de garde. Seulement l'homme dont le village se souvenait, sauf que le village ne savait plus comment le définir. Cette incertitude les rendait mal à l'aise. Ununis commença par rendre visite aux anciens. Non pour s'expliquer. Non pour demander pardon. Mais pour poser des limites. « Je suis ici pour travailler », dit-elle calmement. Pas pour jouer un rôle.
Un ancien se racla la gorge. Travailler pour qui? Pour la communauté. Avec la communauté, si vous le voulez. Un silence suivit. Et ton mari? Ununis soutint son regard. N'est pas le sujet. Ils avaient attendu de la déférence. Ils reçurent de la clarté. La permission fut accordée avec prudence. Le travail commença le lendemain, réparation du point d'eau, organisation des fournitures scolaires, coordination avec un groupe de santé. Elle demanda aux femmes ce dont elles avaient besoin, et écouta quand leurs réponses contredisaient les suppositions. Elle embaucha localement. Afficha les budgets à la craie au centre communautaire. La transparence troubla ceux habitués aux faveurs. Véronica Adabio le remarqua immédiatement. « Tu es revenu pour nous montrer comment faire ?» demanda-t-elle avec un sourire étudié. « Je suis revenu pour le faire avec nous », répondit Ununis. « Tu aurais pu envoyer de l'argent. Je me suis envoyé moi-même. Ça dure plus longtemps. » Le vrai test arriva une semaine plus tard. Une réunion fut convoquée. Un homme se leva. « On entend dire que des fonds passent par toi maintenant. » Certains, oui. Avec supervision locale. Donc on doit te rendre des comptes? Non. Vous vous rendez des comptes les uns aux autres. Une femme plus âgée demanda. Alors pourquoi toi? Ununis répondit calmement. Parce que je suis parti et revenu sans demander votre approbation. Et parce que je suis prête à être corrigée publiquement. Cela apaisa la foule. Et quand l'argent s'arrêtera? Lança un jeune homme. Il s'arrêtera, répondit-elle. C'est pourquoi nous construisons des systèmes qui survivent sans lui. Jacob observait. Elle ne le regarda pas une seule fois. Plus tard, un entrepreneur local l'accusa publiquement de favoritisme. La foule se rassembla. Jacob fit un pas en avant. Ununis leva la main. Je réponds. Elle présenta les critères affichés, invita les anciens à une révision indépendante, proposa une réponse officielle. L'accusation s'effondra sous la lumière. Samuel s'approcha ensuite. Tu te fais des ennemis. Je crée des règles. Tu parles comme lui. J'ai appris la retenue de lui. La voix vient de moi. Le dimanche suivant, l'église était pleine pour voir Jacob. Un homme déclara. Nous lui devons des excuses. Un autre ajouta. Et à elle. Ununis se leva. Nous n'avons pas besoin d'excuses. Nous avons besoin de mémoire. Elle se tourna vers l'assemblée. Souvenez-vous comme il était facile de rire. Comme il était rapide de supposer. Et souvenez-vous que la dignité ne se révèle pas par l'argent. Le travail s'approfondit. Le point d'eau rouvrit. Une coopérative féminine naquit, avec une direction tournante. Le leadership doit circuler, dit-elle. Sinon, il devient propriété. Puis Véronica revint avec une proposition brillante, rapide. Nous pouvons rendre cela plus grand. Ununis lut attentivement. Au prix du contrôle. Au bénéfice de la vitesse. Ununis referma le dossier. Non. Tu refuses le pouvoir. Je refuse le levier. Le temps passa. Les anciens lui demandèrent de présenter des résultats, pas des promesses. Elle le fit, chiffres à l'appui, échecs inclus. Tu n'es pas venu pour régner, dit un ancien. Je suis revenu pour revenir. Alors reste. Je resterai tant que nous continuerons à choisir ensemble. L'attention extérieure revint bientôt, plus stratégique. Des propositions élégantes parlant de partenariat mais cachant le contrôle. Il y a une pression pour formaliser ce que tu fais, dit Jacob un soir. Formaliser comment? Un conseil. Une fondation à ton nom. Elle soupira. C'est ce que je craignais. Ils débattirent longuement, gouvernance, clause de sortie, veto communautaire. Le lancement fut discret, sans gala. Puis les médias revinrent. On la décrivit comme la femme qui avait changé un milliardaire. Un jour, une jeune femme lui dit. On dit que tu l'as sauvée. Ununis secoua doucement la tête. Personne ne sauve quelqu'un de cette manière. Alors qu'as-tu fait? J'ai refusé de disparaître. Un conflit éclata dans la coopérative. Elle organisa une médiation, ouvrit les registres, laissa le processus agir. La résolution fut imparfaite, mais solide.
Tu aurais pu régler cela d'un appel, dit Jacob. Et leur apprendre quoi? Une nuit, ils se disputèrent pour la première fois depuis des mois. Tu t'épuises, dit Jacob. Tu planes au-dessus de moi, répondit-elle. Finalement. Je ne veux pas être protégé de mes propres limites, dit-elle. Et je ne veux pas te regarder les atteindre seul. Ils trouvèrent un compromis, repos planifié, délégation, règle de ne pas intervenir sans demande. L'amour n'était pas l'absence de conflit. C'était la discipline de la réparation. Un ancien partenaire de Jacob le critiqua publiquement. Si ma force exigeait d'ignorer ce que j'aime, dit Jacob calmement, alors ce n'était jamais une force. Un contrat échoua. Un autre s'arrêta. Il accepta le coup. Des semaines plus tard, l'école du village rouvrit sa salle rénovée. Les enfants remplissaient l'espace de rire. Ils te regardent maintenant, dit un ancien à une Eunice. Alors apprenons-leur à se regarder entre eux. Un soir, sous un ciel clair, Jacob lui demanda de marcher au-delà des lumières du village. Ils s'arrêtèrent là où le sol descendait doucement. Je veux te demander quelque chose, dit-il. Elle attendit. Pas comme une solution, poursuivit-il. Comme un choix point et elle prit une inspiration. Veux-tu continuer à construire cette vie avec moi, même si cela nous coûte le confort, les applaudissements et les certitudes? Une Eunice ne répondit pas immédiatement. Elle pensa à la jeune fille qu'on avait offerte au lieu de lui demander son avis. À la femme qui était partie pour retrouver sa voie. Au travail qui exigeait plus de patience que d'éloges. Oui, dit-elle enfin, tant que nous continuons à nous choisir sans nous effacer nous-mêmes. Jacob hocha la tête. Alors oui. Ils rentrèrent chez eux en silence. Le village dormait. Le travail attendait. Dans les jours qui suivirent, une Eunice sentit un changement. Pas dans les circonstances, mais dans le poids qu'elle portait. Le fardeau d'être observée s'était allégé. Le travail avait trouvé d'autres mains que les siennes. La fondation fonctionnait sans leur présence constante. Ils firent un pas en arrière, ensemble. Pas pour s'éloigner. Juste assez. Un après-midi chaud, une Eunice regarda des enfants lire à l'ombre de la salle rénovée. Elle se sentait fatiguée d'une fatigue satisfaisante, non épuisante. Jacob la rejoignit. Prête à t'en éloigner un moment? Oui, répondit-elle. Ça a besoin d'espace aussi. Ils planifièrent un petit voyage. Pas d'annonce, pas d'itinéraire partagé. Juste le mouvement. En préparant ses affaires, une Eunice croisa son reflet. Plus âgée que la mariée qu'elle avait été. Plus stable que la femme revenue. Elle sourit. Le monde avait essayé de la définir par le sacrifice, puis par sa proximité avec le pouvoir. Elle avait choisi quelque chose de plus difficile, la présence. Et dans ce choix, l'amour avait trouvé sa forme. Ils partirent avant l'aube, sans cérémonie. 2 petits sacs, une voiture empruntée, une route ouverte qui ne demandait pas qui ils étaient. Pour la première fois depuis longtemps, une Eunice se sentit légère. Non parce que la responsabilité avait disparu, mais parce qu'elle ne collait plus à sa peau comme une dette. Ils séjournèrent dans des lieux modestes, mangèrent sans impressionner personne, marchèrent sans être reconnus. Ils parlèrent peu de travail. Ils parlèrent d'enfance, de petits regrets, de choses jamais dites. Un soir, assise devant une maison d'hôte aux murs écaillés, une Eunice éclata d'un rire franc. Je n'ai pas l'impression d'être la leçon de quelqu'un aujourd'hui. Tant mieux, répondit Jacob. Les leçons doivent être apprises, pas vécues éternellement. À leur retour, le village ne se précipita pas vers eux. C'était un progrès. La coopérative continuait. La fondation fonctionnait sans appeler Jacob pour chaque décision. La vie n'avait pas attendu leur retour. Une Eunice reprit doucement sa place. Elle assistait aux réunions sans les présider. Elle conseillait quand on le lui demandait. Elle laissait les autres résoudre leurs désaccords. Le leadership, avait-elle appris, n'était pas une question de présence, mais de continuité. Jacob fit de même. Il restructura son travail pour qu'il fonctionne sans lui au centre. Promut des dirigeants qui le contredisaient. Refusa des opportunités fondées sur la performance plutôt que le progrès. Certains parlèrent de potentiel gaspillé. Jacob parlait d'alignement. Un jour,
Près du point d'eau, une petite fille s'approcha. « Tu es la femme qui a épousé l'homme laid ?» Ununis rit doucement. « C'est ce qu'on t'a dit ?» La fillette hocha la tête. « On dit qu'il était laid et puis qu'il est devenu riche. » Ununis s'agenouilla. « Il n'a jamais été laid. Et il a toujours été riche. Pas de la manière que les gens regardent en premier. » La petite hésita. « Est-ce que je devrais épouser quelqu'un que je ne choisis pas ?» Ununis sentit la question s'ancrer profondément en elle. « Non, » répondit-elle fermement. « Pas si tu apprends à parler avant que le monde décide à ta place. » Les mois confirmèrent ce qu'ils avaient pressenti, le village n'avait plus besoin d'eux au centre. C'était cela, la victoire. Ununis reçut une proposition pour former des leaders, créer des cadres de responsabilité, accompagner des femmes à qui personne n'avait jamais demandé ce qu'elles voulaient. Elle accepta à une condition, que le travail puisse fonctionner sans elle un jour. Ils voyagèrent parfois séparément. Se retrouvèrent sans soupçon. Se manquèrent sans peur. La confiance s'était installée dans leur relation comme une fondation invisible mais essentielle. Un soir, Ununis posa sa fourchette. « Je veux renouveler nos vœux. » Publiquement ? Non. Honnêtement. La cérémonie fut simple. Peu d'invités. Quand vint son tour de parler, Ununis regarda Jacob. « On m'a donné à toi sans mon consentement. Mais je suis resté parce que tu ne m'as jamais traité comme quelque chose qu'on donne. Je te choisis. Non parce que tu es puissant, mais parce que tu fais de la place à ma puissance. » Jacob répondit. « J'ai caché ma richesse parce que j'avais peur d'être aimé pour elle. Mais tu m'as appris que l'amour n'est pas ce qu'on offre. C'est ce qu'on permet. Je te choisis. Non parce que tu as besoin de moi, mais parce que tu n'en as pas besoin. » Il n'y eut pas d'applaudissements. Seulement du silence. Des années plus tard, quand le village ne chuchotait plus leur nom, quand les enfants devenaient à leur tour des leaders, Ununis regarda ce mariage forcé non comme une blessure, mais comme un tournant. Elle n'avait pas été sauvée par un milliardaire. Elle n'avait pas grandi grâce à l'argent. Elle avait appris à se tenir debout. Et Jacob Kalaba avait appris que l'amour ne se prouve pas par le sacrifice spectaculaire, mais par la retenue. Leur histoire n'était pas celle d'une richesse déguisée en humilité, ni celle d'une beauté révélée trop tard. C'était l'histoire de deux personnes qui refusèrent que le monde définisse leurs valeurs, qui choisirent encore et encore d'écouter avant de parler, de rester avant de fuir, d'aimer sans s'effacer. Et s'il y a une leçon, c'est celle-ci. Votre valeur n'est pas décidée par ce qu'on vous donne, mais par ce que vous choisissez de protéger. Que feriez-vous si vous étiez Ununis? Seriez-vous resté silencieux, ou auriez-vous revendiqué votre voix? Si cette histoire vous a touché, partagez votre réflexion. Cette histoire n'est pas vraiment à propos de richesse, de beauté ou d'un milliardaire caché. Elle parle de quelque chose de plus fragile et de plus puissant, le choix. Ununis avait appris que l'endurance seule n'est pas la dignité. La dignité commence quand une personne est autorisée à parler et qu'elle est entendue. La richesse de Jacob ne l'a pas sauvée. Elle a failli l'effacer. Ce qui l'a distingué n'était pas son argent, mais sa retenue. Le véritable amour ne se prouve pas par le contrôle ou la protection imposée. Il se prouve par l'espace. L'espace de choisir. L'espace d'échouer. L'espace de grandir. L'espace de partir, si nécessaire. La transformation d'Ununis n'a pas eu lieu quand elle a découvert qu'il était milliardaire. Elle a eu lieu quand elle a compris qu'elle n'avait pas à être reconnaissante pour ce qu'elle n'avait jamais demandé. La gentillesse sans consentement peut être une cage. Le silence peut ressembler à la paix, mais il vole lentement l'identité. Le pouvoir ne vient pas de ce que l'on possède. Il vient de la décision d'être soi. Et pour ceux qui détiennent pouvoir, argent ou influence. Si l'amour coûte à quelqu'un sa voix, ce n'est pas de l'amour. C'est de la possession. La véritable liberté commence quand le choix est respecté.